à tous et bienvenue dans la bande. Nous sommes lundi 7 août et comme tous les lundis, on parle sport dans BDLB. Vous avez sûrement deviné de quelle discipline nous allons aborder aujourd'hui grâce à l'invité que j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés. Très connu des Calédoniens, on ne le présente plus. Il s'agit de Gérard Salin, président de la Ligue calédonienne de cyclisme. Bonsoir Gérard Salin. Bonsoir. On parlera avec vous de la ronde cycliste cadet 2017. C'est ça. D'accord. Et puis, comme d'habitude, elle illumine ce plateau avec son sourire et ses vidéos qui font sourire. C'est notre chroniqueuse Stéphanie Marlier. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Falaï. Tu viendras avec des vidéos toujours autour du cyclisme, mais un peu particulières. C'est ça. Okay. Restez avec nous pour les découvrir. Vous verrez, ça vaut le détour. Alors, vous restez avec nous. Alors, je le disais, depuis samedi, se déroule la ronde cycliste cadet 2017. Aujourd'hui a eu lieu l'étape La Foix-Boulou-Paris. Quels sont les résultats? Oui, alors malheureusement, c'est 3 Néo-Zélandais qui sont devant. Les Calédoniens ont eu un peu de mal. C'est-à-dire ils n'ont pas très l'habitude, ils sont adversaires tous les week-ends et ils n'ont pas l'habitude de courir en équipe. Et donc, ça fait un petit, mais bon, il faut dire que les Néo-Zélandais sont très forts. Et donc, c'est le Webster qui l'emporte devant, si je ne me trompe pas, Christensen, je vais prendre mes lunettes, Robertson et Christensen. Et Christensen qui conserve son maillot jaune. Christensen qui n'est autre que le frère du coureur connu l'an dernier qui a terminé 3e du Tour de Calédonie. Donc, un coureur d'avenir aussi pour les Néo-Zélandais. Alors, demain, c'est le dernier tour. Quel est le bilan général du tour? Alors demain, c'est une belle étape puisqu'il va y avoir 2 ascensions du col du Mont d'Or et l'arrivée au sommet. Et le bilan, il est satisfaisant parce que on a eu un jeune coureur qui est du Nord d'ailleurs, Jayen Mack, qui est de Gomen et qui court à la CLN, qui a fait un très bon parcours. Avec lui, le jeune Ryan Lachny a fait aussi un très bon parcours. Il a eu un petit problème les premières étapes, mais voilà, il manque, ces garçons-là manquent de confrontation. Et je crois que c'est bien qu'on fasse venir des coureurs néo-zélandais ou australiens tous les ans pour qu'ils apprennent un peu à courir et à progresser en toute tranquillité. On a des coureurs de bon niveau, mais voilà, il leur manque la confrontation, on est loin de tout, et je crois que c'est bien de faire venir nos sportifs voisins. Il y en aura d'autres? Oui, il y aura d'autres compétitions. On est en train de mettre en place pour la fin de l'année peut-être en accord avec les Néo-Zélandais et les Australiens, une compétition sur piste, il y a longtemps qu'il n'y a pas eu. Mais réservé aux jeunes, on veut faire progresser les jeunes et donc c'est ce qui nous motive. Et on espère que ça pourra se réaliser en fin d'année. D'accord. Alors avant de poursuivre, je vous propose de poser le décor et avec un sujet sur l'organisation filmé et monté par Jimmy Waimo. 5, 4, 3, 2, oui, 1. tu regardes à droite. Samedi matin, col de Tongoué, commune de Dimbéa. Les automobilistes ont assisté au départ de la première étape de la course, le traditionnel contre-la-montre. Si la présence des femmes sur la ligne de départ a attiré le regard des passants, c'est d'ailleurs l'une des grandes nouveautés cette année, la présence de la junte féminine dans cette compétition. Notre caméra s'est plutôt attardée sur l'organisation. Par contre, il faut notre rouge à lèvres pour pas oublier, nous les femmes. Revenons à nos moutons, ou plutôt à notre mobilisation. Pas très spectaculaire visuellement, certes, mais c'est la même que l'on retrouve lors du Tour de Calédonie. D'accord. Après lui. Heureusement qu'il comprend pas le temps. Une personne pour donner le départ, une personne pour aider les coureurs à garder l'équilibre. Yes. Vas-y, attrape ton guidon. Bien fort. Je te tiens. 30 secondes. Yeah. Ah, j'adore la vitesse. Pas casse-gueule? 20. Bien à droite. Hein. Il y a des bagnoles? Et surtout, une personne pour gérer la circulation. Et on vous souhaite bon vent ou plutôt bonne descente, mademoiselle. Et n'oubliez pas de mettre en évidence votre rouge à lèvres. Ici, ce sont les 5 motards qui ont la lourde tâche de permettre aux cyclistes de franchir la ligne d'arrivée. En fait, quand on connaît le parcours, c'est facile à se mettre en place dans les axes dangereux, quoi.
Et après, surtout ouverture de route et s'occuper des coureurs. À la ligne d'arrivée, 2 personnes sont chargées d'enregistrer le chronomètre effectué par les coureurs. Au total, c'est pas moins d'une vingtaine de bénévoles qui s'est engagé dans cette compétition. Une bonne répétition générale avant le Tour de Calédonie. Il aura lieu en octobre prochain. C'est vrai qu'on se fait insulter un peu sur la route quand on fait des compétitions cyclistes parce qu'un vélo, ça roule pas à 110, malheureusement. Ça roule, les jeunes, ils roulent entre 30 et 40 et des fois, quand ça ralentit les voitures, il y en a qui n'apprécient pas beaucoup. On voit quand même vers la fin du reportage, on parle un peu d'incivilité, c'est quelque chose qui est récurrent? Ouais, c'est chaque week-end, c'est comme ça, mais bon. C'est difficile On pour n'y peut la rien. discipline Non, pas trop, parce qu'il y a beaucoup qui respectent quand même, mais Ouais. il y a toujours des rouges péteurs qui trouvent qu'on gêne et tout ça. On n'a pas de route, hein, c'est ça le problème. Et justement, il n'y a pas de route, comment ils font pour s'entraîner, ces jeunes? Ah ben, ils sont sur la route et c'est vraiment le problème pour le cycliste parce que on n'a pas de possibilité. Et donc les parents ont peur de mettre les enfants parce que la route est encombrée et c'est dangereux. Quoi. Ça peut être une chose qui freine en fait. Ce qui freine le développement du vélo, ouais. Freine beaucoup, ouais. Un tour qui se déroule tous les ans, sauf l'an dernier, pour quelle raison? L'an dernier, le Tour canadien n'a pas pu avoir lieu parce qu'il devait être organisé par ou Tahiti ou l'Australie. Ils se sont désistés, donc on n'a pas pu le faire. Il faut dire que la Calédonie l'organise depuis 1998 et sans relâche, et on a organisé. Maintenant, on voudrait bien que nos voisins prennent un peu qu'on tourne, quoi, hein, qu'on puisse tourner et qu'ils prennent aussi l'organisation en main. Et justement, pourquoi l'Australie et Tahiti ne sont pas présents là, pour cette année? Alors l'Australie, c'est compliqué. Ils ont beaucoup de compétitions, des grandes compétitions. Donc pourtant on a d'excellents contacts, mais ils n'ont pas pu répondre présent. Je crois que c'est aussi lié à leur scolarité. Et puis Tahiti, cette année, ont préféré envoyer des gars au championnat de France, on peut les comprendre. Hein. Et donc ils ont envoyé leurs meilleurs coureurs, leurs 3 meilleurs coureurs cadets au championnat de France. Il y avait combien de coureurs cette année? Cette année, il n'y avait que 10 coureurs, et on en espérait 20, et malheureusement, on n'a que 10, mais le niveau est là, c'est bien, oui. C'était quel pays? Alors, c'est la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie. D'accord. Allez, Stéphanie, tu as une petite vidéo à nous proposer? Oui, tout à fait, Falaï. Donc, j'avais envie ce soir de vous parler de Robert Marchand, qui est le plus vieux cycliste du monde. Donc, il est aujourd'hui âgé de 105 ans. Donc, il faut savoir qu'il a battu en début d'année, dans la catégorie des plus de 100 ans, un nouveau record de vitesse sur le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. C'est quand même pas rien pour une personne de son âge. Donc pour la petite histoire, il faut savoir que lui, il découvre le cyclisme à l'âge de 14 ans. Donc il a remporté d'ailleurs sa première course à cet âge, mais sous un faux nom, parce qu'en fait, pour y participer, il fallait avoir 15 ans. Donc il a un peu triché. Et donc il a malheureusement pas pu être professionnel. C'est en fonction, par rapport à mes recherches, il disait que c'était en fonction de sa taille, qu'il était trop petit. Et donc on va en revenir après justement. Donc il a abandonné le cyclisme et il a repris à l'âge de 67 ans. Comme il partait à la retraite, il fallait qu'il trouve de quoi s'occuper et il est revenu à sa passion, donc le vélo. Et justement, ma question, c'est, parce que je n'étais pas du tout au courant, je ne savais pas qu'il fallait, pour être professionnel en cyclisme, il y a une taille qu'il faut avoir. Non, c'est sûrement dû à... Il a voulu parler de sa morphologie qui était peut-être... D'accord. C'est un petit homme, il développe moins de puissance, mais ça ne veut rien dire, parce qu'il y a des très bons coureurs qui avaient des petites tailles aussi. Hein. Hinault n'était pas très très grand, et pourtant... Après, non, je pense qu'il a parlé de sa taille et sa morphologie. Ouais. D'accord. C'est quoi la morphologie adéquate pour le cyclisme? Ouais, un bon coureur, ça dépend. Il y a des coureurs qui sont des routiers, qu'on appelle des routiers, et les sprinters, donc c'est des gars qui sont costauds, assez costauds, qui ont du poids. Et ceux qui sont meilleurs dans l'école, les grimpeurs, ils sont très légers, ils sont tout fins, ils sont menus, ils pèsent 60 kilos, il y en a 50 kilos même des fois, quand ils finissent le Tour de France. Et donc voilà, c'est la morphologie idéale pour monter l'école. Je vous voyais acquiescer, vous le connaissez déjà, Monsieur Marchand, là? Oui, bien sûr, j'ai suivi ses exploits, parce que c'est un exploit. Hein, déjà... Un centenaire est monté sur le vélo, il faut le faire. Et voilà, il roule pas vite, mais je crois qu'il a fait du 24 ou 25 km/h, donc c'est bien, quoi, hein, sur la piste. Et on peut lui tirer un grand coup de chapeau, quoi. On va poursuivre avec une seconde vidéo, peut-être pour faire la promotion de la discipline. Voilà, donc il s'agit du polo vélo. Donc ça se pratique sur un terrain de football. Donc c'est 2 équipes de 5 joueurs, dont un gardien de but, qui s'affrontent donc sur des vélos. Donc ils sont équipés, donc, comme vous le verrez, donc, de maillets et jouent avec un ballon de handball.
Donc chaque manche dure 30 minutes. Donc les vélos sont conçus sur mesure, ils n'ont pas de frein. Et donc cette discipline, elle a été créée en Irlande en 1891. Elle a été le premier sport de démonstration aux Jeux Olympiques en 1908 à Londres. Et en France, la première démonstration a lieu le 27 mai en 1898 au Moulin Rouge. Donc il faut savoir qu'il y a un championnat international qui se joue tous les ans, depuis 1996, entre les meilleures équipes du monde. Et il y a un championnat de France également qui est disputé chaque année au sein de la Fédération française de cyclisme depuis 1931. C'est ça. Donc c'est vraiment pas mal, je trouve. On sait si on a ce genre de cette discipline ici en Nouvelle-Calédonie? Non, pas du tout. Ça n'a pas pris. Hein, ça a été pratiqué dans le temps par les anciens, mais ça n'a pas pris. Je crois que ça manque un peu de dynamisme peut-être, mais c'est vrai que j'ai vu jouer en salle et c'est très intéressant, les guidons qui sont inversés. Et pas de frein, c'est vrai. Et donc en salle, c'est encore plus prenant. Moyen d'attirer peut-être les gens. Ah oui, il y aurait un moyen, mais bon, il faudrait peut-être que des jeunes ou des moins jeunes se mobilisent parce que le comité ne peut pas tout faire. Hein, donc on a déjà beaucoup entre le cyclisme sur route, le cyclisme sur piste et le VTT, on a beaucoup de travail et donc il faudrait que des gens arrivent pour lancer cette discipline. On veut lancer aussi le BMX prochainement, donc voilà, ça fait beaucoup de travail et on attend les bénévoles. D'accord. Et comment évolue le nombre de licenciés Alors là, on est en augmentation depuis pas mal d'années. On a été au top en 2000 avec près de 600 licenciés. Ensuite, on est retombé et là, tous les ans, on remonte. On est à 480, je crois. Bon, c'est pas énorme, mais je crois que la discipline se porte bien. Le problème qu'on rencontre actuellement, c'est avec les jeunes, les écoles de cyclisme qui marchaient très bien. Mais malheureusement, maintenant, les parents ont peur de mettre les enfants sur les routes, c'est dangereux. Et donc, on perd beaucoup de licenciés. Heureusement qu'il y a le VTT, où les gens peuvent aller sur des pistes en sécurité. Et puis là, on a l'intention de lancer la construction d'un vélodrome rénové, un nouveau vélodrome même, où les gens pourront faire le cyclisme en toute sécurité. Je crois que c'est vraiment nécessaire. Et là, j'en appelle aux politiques parce que c'est vraiment nécessaire. Le cyclisme a été au niveau. On a remporté 22 titres de champion de France, 3 titres de champion, un titre de champion olympique, et 3 titres de champion du monde. Donc le cyclisme a été au sommet de l'actualité. Les Tours de Calédonie, on bat les étrangers assez souvent. Et donc j'en appelle aux politiques qui nous aident à monter ce vélodrome parce que c'est vraiment une nécessité et c'est aussi mettre les jeunes en sécurité pour pratiquer leur sport préféré. Allez, on termine cette première partie avec le 47e Tour de Calédonie. Il débutera le 10 octobre à Yaï. Pourquoi OVA? Parce qu'on tourne. Alors, nous avons déjà fait Lifou 2 fois, Lifou 3 fois et Marais 2 fois. Et le président de Néconépéoun, le président de l'île, me disait il faut que tu ailles à OVA. Parce que c'est une terre de cyclisme. Et c'est vrai que là-bas, il y a une... C'est différent alors ils sont amoureux du cyclisme dans cette île et c'est terrible. Et donc, l'année dernière, j'ai demandé à mon équipe qu'on les accepte dans le tour pendant 2 étapes qui se couraient à Lifou. Et donc, ça a été la folie. Les gens étaient très contents de voir l'équipe d'OVA. Et donc, cette année, on les invite à faire un peu plus. Non seulement ils courraient à OVA, mais à poursuivre également le périple sur la Grande Terre. Alors pourquoi OVA? OVA, je l'ai dit, c'est une terre du cyclisme, une terre mélanésienne du cyclisme, c'est très bien. C'est la première équipe Kanak. Et c'est ça, c'est la première équipe complète. Il y a eu des Mélanésiens, des Kanak, qui sont venus, mais pas en équipe. Et là, ils sont en équipe, donc il y a 2 équipes qui participeront. Et on espère qu'ils iront le plus loin possible. Alors, il y aura 10 jours de compétition, 65 coureurs attendus. C'est ça. Parmi eux, des internationaux, on sait lesquels? Oui, il y a Victor Lafay qui a remporté les 2 grandes étapes de montagne l'an dernier, qui est champion de France cette année. Alors, il était sur la liste en étant champion de France et prisé par une équipe professionnelle Cofidis. Je ne sais pas si effectivement il pourra venir, mais c'était une des têtes d'affiche. Ensuite, il y a un Alsacien, Schmitt, qui termine 3e du championnat de France. Il y a du monde, hein. Il y a un Néo-Zélandais qui est venu déjà 2 fois, qui a fini 2e derrière Thierry Van Der. Des Australiens, des Japonais, une
équipe ukrainienne, donc Du il y monde, aura du beaucoup de monde, il y a du monde. Thierry Fonder, justement, il fera partie... Thierry Fonder, il sera avec moi dans la voiture. Il a terminé. Donc, non, chapeau à Thierry Fonder. Il nous a rapporté 2 tours. Je pense que personnellement, qu'il aurait été en mesure d'en remporter 3. Il a lâché après sa première victoire. Et c'est un très, très grand coureur. Et on lui donnera une grande fonction dans le Tour cette année. À mes côtés, je pense qu'il s'en sortira très bien et ça fera une belle publicité pour le Tour parce que Thierry est un très bon coureur, mais aussi un garçon intelligent. Alors, merci Gérard Salin pour toutes ces informations. Je vous propose de rester avec nous pour la seconde partie. On continue avec du sport toujours. Et donc dans la deuxième partie, on parlera foot avec la Coupe Calédonie, sport automobile avec le 3e championnat de drift et puis de l'actualité sportive internationale. C'est tout de suite après cette courte pause. Il y a quelques années, certains observateurs furent attirés par un dauphin surfant dans les vagues de manière bien différente des autres. Et pour cause. De taille nettement plus petite, ce dauphin n'était pas un souffleur, mais un dauphin à long bec. Pour des raisons que l'on ignore, ce dauphin bébé avait dû être adopté par un couple de souffleurs. Retour sur le plateau de Bienvenue dans la bande et bonsoir à vous si vous venez de nous rejoindre. C'est la deuxième partie de BDLB, toujours avec notre invité Gérard Salin, président de la Ligue de cyclisme de Nouvelle-Calédonie, notre chroniqueuse Stéphanie Marlier, qui nous parlera de pilote femme de drift. Et puis, il vient de nous rejoindre notre chroniqueur Adrien Espinoza. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Tu reviendras sur l'actualité sportive internationale, c'est ça ? Exactement, et 2 événements qui ont et qui vont marquer l'histoire du sport avec 2 stars mondiales. Alors d'un côté, Usain Bolt, 1m96, 88 kg, 31 ans dans 15 jours, jamaïcain, on le voit derrière moi, on reviendra sur sa dernière course. La foudre, le roi de la piste, tire sa révérence après des mondiaux un petit peu ratés. De l'autre côté, Neymar da Silva Santos Junior, 1m74, 68 kg, 25 ans, brésilien. Qui n'a pas entendu parler les 2 dernières semaines de l'arrivée au Paris Saint-Germain du prodige? Pour ceux qui vivent sur une autre planète, on parlera de Neymar. Et de football. Et de football. Parfait, tu développeras tout ça à la fin de cette émission. Tout de suite, on revient sur la 3e manche du championnat de drift. C'était samedi à l'Arène du Sud de Païta. 35 voitures, 6000 spectateurs et une dizaine de virages pour le show. Andrea Babin remporte sa 2e victoire consécutive dans la catégorie des pilotes professionnels devant Stéphane Courtine et Kevin Bertoni, voilà on voit l'image. Et puis dans la catégorie pilote intermédiaire et débutant, c'est Joseph Saliga qui l'emporte devant son fils Jordan Saliga. La finale aura lieu les 7 et 8 octobre, toujours à l'Arène du Sud. Gérard Salin, course automobile, ça vous parle? Oui, j'adore ça. J'ai failli faire un rallye, mais j'ai pas pu. Et dans le drift, il y a ma petite cousine, Nancy Wao, qui est une bonne participante et qui est une des meilleures. Donc on est obligé de suivre, sinon on va se faire interromper par la famille. Bon, les femmes, on en parlera juste là, tout de suite. Parce qu'en fait, quand on parle sport auto, on associe tout de suite et à tort drift et pilote homme. Mais vous verrez que les femmes n'ont pas à rougir devant la jante masculine. Effectivement, Falaï, alors vous connaissez tous le dicton « femme au volant, mort au tournant ». Et bien j'espère qu'après avoir regardé cette vidéo, que vous n'emploierez plus cette phrase, enfin je l'espère. Donc attention, ça décoiffe. Donc il s'agit d'un couple en fait de Suédois, de pilotes chevronnés qui viennent de faire l'acquisition d'une Lamborghini. Donc là vous voyez le mari. On va avoir le mari qui va effectuer. Donc ils vont essayer vont mettre à rude épreuve donc le véhicule en exécutant une série de drifts. Donc là vous avez la femme. Donc c'est sa femme qui a pris le volant maintenant. Danger. Non du tout, qui va faire une série de drifts et vous verrez qu'elle n'a rien envie à son mari parce qu'elle aussi c'est une sacrée pilote. Et c'est où ça? C'est en Suède.
Alors ça se passe, pardon, excusez-moi, c'est à Newport Beach, mais tous les deux sont des Suédois. Et c'est professionnel. Voilà, c'est des professionnels. Voilà, donc ils sont entraînés. Voilà, ils ont voulu tester la voiture. Voilà. D'accord. Alors pour l'information par rapport aux femmes au volant et morts au tournant, j'ai quand même cherché à vérifier certains chiffres. Hein. Alors selon les dernières statistiques du fichier en France des accidents de la route, 75% des victimes de la route sont des hommes et 82% des accidents ont été provoqués par des hommes. Vous pouvez vérifier tout ça. Voilà. Non, on me dit des choses à l'oreillette, je ne répéterai pas. Merci Stéphanie. Il y a plus d'hommes qui ont le permis. Non, on arrête. Allez, autre actu sportive du week-end, il y avait du football avec les premiers matchs des huitièmes de finale de la Coupe de Calédonie. La surprise est venue de l'AS Magenta, coup de tonnerre. L'ASM tenante du titre a été sortie par l'AS Lucy. Les Nouvelles-Calédoniennes titrent dans ses colonnes sport. Lucy donne la leçon à l'AS Magenta. Les hommes d'Alamoison se sont inclinés 4 buts à 1. Un petit tour et puis s'en va pour Magenta. L'article dit, je cite, « Lauréate l'an passé, l'ASM ne s'offrira donc pas un 11e trophée ». Et dans les autres rencontres, Adrien? Oui, Falaye. Alors, dans les autres rencontres, Yengen Sport a battu Tigasport au tir au but, 4-2. L'AS Grand Nord sort Cougnier 3-1. Gros match entre Poindimier et l'AGJP. Lors de cette rencontre, 9 buts ont été marqués. Et c'est l'AGJP qui sort Poindimier 5 buts à 4. Et enfin, Wedge l'a emporté sur le score de 2-1 contre Bélep Mondor. D'accord. Gérard Salin, vous soutenez une équipe en particulier? Non, pas obligatoirement en Calédonie, mais je joue au football, donc mais vous faites tout. Je sais que les efforts. D'accord, vous êtes un sportif complet. Comme tous les Calédoniens. Donc mes enfants jouent aussi à l'AS Magenta. Mais je trouve que depuis l'an dernier, l'OSI a bien monté et je crois qu'ils vont être l'équipe à battre cette année. Hein. Yengen qui déçoit un peu, je pensais qu'ils allaient être un peu plus forts cette année, mais bon, les meilleurs sont devant au classement. Quoi. Allez Stéphanie, on enchaîne avec l'image du jour. Oui, Falaï. Alors l'image du jour, elle nous vient de Wallis. Alors voici l'image de la sélection calédonienne de rugby à 7 et moins de 17 ans. Elle est actuellement à Wallis pour disputer le tournoi international de la catégorie. Comme nos Kagou, la sélection néo-zélandaise, australienne, fidjienne et bien entendu la sélection de Wallis et Futuna commenceront le tournoi ce mercredi. D'accord. Du rugby aussi, vous en faites? Non, alors là, si vous me dites que vous en faites. D'accord. Allez, on va finir avec l'actualité sportive internationale avec Adrien Spinoza. Oui, alors on va parler de Neymar comme je vous l'ai promis. Regardez ces images lors de la présentation du Brésilien Neymar avant la rencontre contre Amiens. Le club, je vous le rappelle, de notre Kagou, Georges Gopfenepej, qui est malheureusement blessé en ce moment. Pour l'anecdote, c'est Paris qui a gagné 2-0. Mais regardez-moi ça, c'était l'attraction Neymar qui a rempli les travées du Parc des Princes à lui tout seul. Il salue le président avant de faire son entrée sur la pelouse du Parc des Princes. Près de 50 000 personnes sont venues acclamer le roi du football. C'est le plus gros transfert de l'histoire de ce sport. Avant, c'était un Français, Paul Pogba, qui détenait ce record, que Neymar a pulvérisé. Rendez-vous compte, 222 millions d'euros. Millions d'euros. Près de 27 milliards de CFP. Oh là là. Millions d'euros, 27 milliards de CFP, ouais. Même budget que la ville de Toulouse. C'est toi qui le dis. Sachez que Neymar n'a pas encore joué, mais il a encore établi un autre record. C'est le joueur à avoir vendu le plus de maillots dès la première journée de vente. 10 000 tuniques flopées Neymar JR se sont écoulées vendredi dernier. Le prix du maillot moyen étant de 100 €. Ça fait à peu près 12 000 CFP. Le club a déjà récupéré 1 million d'euros sur les 222 000 millions dépensés. Ça fait beaucoup. Ça donne le tournis. Et ça va vite à Paris. Alors, petite info sportive quand même, avant que vous nous disiez ce que vous pensez de ce bel athlète, les filles. Neymar, c'est la bête noire de Paris. Je vous le rappelle que l'année dernière, Paris a été éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions. Le titre qui manque au Paris Saint-Germain. Et par qui? Eh bien, par le Barça. Le Barça qui est l'ancienne équipe
où jouait Neymar. Merci Steph. Et qui a marqué 2 des 6 buts marqués par Barcelone. Ils sont pas rancuniers. Hein. Et ben c'est Neymar. Et ben voilà. Mais comment on fait pour plus avoir des attaquants dans les équipes adverses? On les achète. D'accord, donc c'est facile stratégique. quand on est qatari. Ah ouais, bon j'avoue. Alors Gérard Salin, vous pensez quoi du coup impressionnant de ce transfert? Moi je suis supporter de Neymar, mais je trouve les sommes trop gigantesques. Quoi. On va trop loin dans le football et un jour tout va s'écrouler. C'est pas possible de continuer comme ça. Et je crois que on peut être amateur de football, aimer le beau football, parce que Neymar c'est vraiment le football artistique qui le représente. Mais là, avec des sommes comme ça, non. Je crois dans que le cyclisme, non, c'est beaucoup. de l'argent. Football, là, il n'y a rien à côté. D'accord. Non, le sport pour du sport. Ça va des petits millions, c'est tout, pour les plus grands. Mais voilà, ça ne va pas plus loin, là, c'est gigantesque, quoi. Hein. Il y a des professionnels en cyclisme qui oui, qui bien sûr. vivent Le Tour de France, c'est tous des professionnels, oui. Ils sont payés. Et puis, ils peuvent en vivre. Voilà, 20 millions. Ah oui, quand même, moi je... Oui, ça va, pour les meilleurs. Hein. Oui, c'est pas Après, c'est beaucoup plus bas. Ouais. Allez, On Adrien. est rentré dans une autre sphère avec Neymar. Hein. Oui, tout à fait. Alors, toujours une sphère mondiale, on passe à l'athlétisme maintenant, avec la dernière course du Jamaïcain Usain Bolt, le roi du 100 mètres, l'homme le plus rapide du monde. Eh bien, ce n'est plus lui, l'homme le plus rapide du monde. Et oui, pour sa dernière compétition, Usain Bolt a terminé troisième. Je vous propose, c'est bien, tu suis, je vous propose de regarder sa dernière course. C'était donc à Londres. C'est donc Justin Gatlin qui s'impose. Et c'est parti pour ce 100 mètres avec Coleman qui est parti très fort. Est-ce que Usain Bolt va être battu? Il va vouloir revenir, ça va être juste. Coleman devant, Usain. Et voilà, c'est donc Justin Gatlin qui s'impose en 9 secondes 92 et qui, vous allez le voir, s'agenouille devant le roi du sprint, comme pour lui rendre hommage. Bon, après, c'est vrai que pour sa dernière, finir en beauté, ça aurait été vraiment bien. Mais bon, il reste quand même Usain Bolt, quoi. Ça aurait été bien, mais regarde ce que va faire Justin Gatlin. Il s'agenouille devant le roi incontesté du sprint, Usain Bolt. Pour rappel, et pour ceux qui ne connaissent pas bien Usain Bolt, c'est 11 médailles d'or mondiales et 8 médailles d'or olympiques. C'est juste énorme. Et plusieurs raisons pour cette dernière course ratée. Falaï, le départ. Très mal négocié, on l'a vu un petit peu sur ces images de la part du Jamaïcain. Il a dit lui-même, le départ m'a tué, et le stress aussi sûrement pour cette dernière course. Il s'est mis un peu la pression. Un petit mot sur Justin Gatlin, 35 ans, lui, plusieurs fois pris par la patrouille antidopage, ce qui lui a valu la bronca du stade à Londres, on l'a entendu sur les images. Mais il est revenu et il souffle le dernier titre au Jamaïcain. Justin Gatlin avait déjà battu Usain Bolt une fois en 2013. Et pour la relève, il faut regarder du côté deuxième de la course, l'Américain Christian Coleman, 21 ans seulement, qui termine deuxième à 1 centième devant Bolt. Et juste pour finir, malgré cette défaite, Usain Bolt, une petite consolation, il n'était jamais arrivé troisième d'une course, donc il lui manquait que le bronze dans sa collection de médailles. Et voilà, nous voici rassurés, c'est maintenant chose faite. Voilà, exactement. C'est parfait. De l'or, de l'argent et du bronze pour lui. Tout y est. Exactement. Voilà, c'est donc sur ces quelques mots que cette émission s'achève. Merci Gérard Salin d'avoir accepté notre invitation. Vous préparez le prochain tour de Calédonie. On est en pleine préparation et c'est proche maintenant, donc il ne faut pas s'endormir. Le parcours cette année sera difficile? Légèrement plus difficile que l'année dernière, sensiblement pareil, quoi. Hein, ça se ressemble. D'accord. Bon courage. Et puis, merci. Le coureur, surtout. Ah oui, surtout au coureur. Merci Stéphanie. Merci Adrien pour ces précieuses informations. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve demain.